Financement prévisionnel concernant l'opération Martinique très haut débit. Donc, collègue Marie-Sainte, tu as la parole. Merci, Président. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous exposer cette question. Elle revient devant vous. C'est pour l'approbation du plan de financement. Je vais faire une petite intervention liminaire et ensuite mon collaborateur, M. Miguel Mondésir, va vous présenter un petit diaporama pour faire le point sur l'opération, puisque certains d'entre vous nous interrogent pour savoir à quel point on en est et quel jour ça sera effectif, puisque tout le monde brûle d'impatience qu'on puisse passer véritablement dans le XXIe siècle, c'est-à-dire le siècle du très haut débit. Et pour cela, il faut les étapes qu'il faut franchir d'abord. Donc, comme je le disais, ce rapport a pour objet de vous proposer un examen, pour examen et décision, le plan prévisionnel, le financement relatif à l'opération que nous appelons, depuis dorénavant, Martinique très haut débit. La collectivité de Martinique et le conseil régional avant elle a engagé depuis les années 2000 une politique numérique volontariste et précurseuse. Parce qu'en effet, nous avons démarré avant beaucoup de régions de France, ce domaine-là, puisque nous pensons que c'est un atout considérable pour une petite île perdue dans la Caraïbe, loin de tous les grands centres. C'est ainsi que, au début des années 2000, une politique nous a conduit d'abord à passer une délégation de service public qui était attribuée à un groupement que nous avons qualifié désormais et qui s'est dénommé Martinique numérique, MNU, pour une durée de 20 ans, à partir de 2007, pour l'établissement, puis l'exploitation du réseau de collecte. Ce réseau s'appelle désormais LIAN, qui constitue le premier maillon important pour le déploiement du très haut débit. On parlait de haut débit à l'époque. Le réseau de très haut débit est à venir. Deuxième étape a consisté pour nous à participer au déploiement d'un nouveau câble sous-marin reliant la Martinique à la Guadeloupe. Ce câble, nous l'appelons MCN, c'est-à-dire Middle Caraïbes Network. Tout ça s'est fait en 2007. Troisième étape, c'est le plan de résorption des zones blanches du territoire dans le cadre d'un DSP qui était confié à la MNU, Martinique numérique. Ça s'est passé en 2009. Alors les zones blanches, ce n'est pas les zones où habitent les blancs, mais c'est les zones où le débit était très très faible et qui étaient victimes de ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. Bien. Quatrièmement, ce qui s'est déroulé en 2013, c'est la définition, l'élaboration d'un schéma directeur des usages et des services dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication, les TIC, comme on le disait à l'époque. Et ce schéma a été approuvé en 2013. Mais enfin, depuis 2016, nous avons entamé une autre étape qui était le raccordement en fibre de tous nos lycées et nos collèges et les antennes de la collectivité, puisque la collectivité territoriale de Martinique a des antennes un peu réparties sur tout le territoire. Et nous avions d'ailleurs mis dans la liste aussi des sites que nous considérons comme prioritaires, comme les zones d'activité économique, les centres de santé, donc les hôpitaux, ou les centres de recherche. Nous avons commencé en 2016 et c'est encore en cours. Nous pensons qu'en 2019, nous aurons atteint l'objectif de raccordement de tous ces sites que nous avons appelés sites prioritaires. Je vous rappelle, ils étaient dénombrés au nombre de 200 au total. Ces actions constituent des actifs importants pris en compte dans le nouveau projet dont l'objectif consiste à atteindre une couverture totale du territoire en très haut débit d'ici au plus tard 2022
soit pour une période de 5 ans. Je rappelle que le très haut débit, bon, c'est à partir au-delà de 30 mégas cycles secondes, mégabits. La mise en œuvre de cette politique d'aménagement numérique sur le territoire représente un enjeu financier important, global, je rappelle le chiffre, 180 millions d'euros d'investissement à concéder sur 5 ans et que la collectivité territoriale de Martinique portera sous sa propre maîtrise d'ouvrage en concertation avec ses partenaires. Dans le contexte réglementaire et institutionnel en place, le déploiement de ces réseaux d'avenir en dehors des zones déclarées par les opérateurs privés passera nécessairement par une initiative publique des collectivités locales avec l'appui financier de l'État, parce que l'État lui-même a voté un fonds spécial pour le numérique. Ce déploiement de réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné, les spécialistes disent FTTH, Fiber to the house. Alors, donc, nous disons, fibre optique jusqu'à l'abonné représente un enjeu industriel et financier significatif. Il s'agit pour les collectivités locales de prévoir le déploiement d'une infrastructure de desserte structurante caractérisée par un objectif de 94 365 prises à construire en dehors de Fort-de-France et de Shellshare, qui ont fait l'objet d'une initiative privée par l'opérateur Orange et aussi en dehors des zones câblées par un autre opérateur qui est SFR Numéricable. On disait avant le câble, Martinique Câble, mais qui a été repris par SFR, qui a donc déployé un réseau de fibre optique pour délivrer en principal des vidéos derrière les images, mais qui également actuellement sert aussi au haut débit. Donc c'est en dehors de ces trois types de réseaux, Fort-de-France, Shellshare et les réseaux de numéricables, que nous avons été autorisés, parce qu'il y avait une lacune du secteur privé, à prendre une initiative publique portée par la CTM. Cela représente un réseau de 4500 km de fibre optique à déployer et un investissement global public qui prend en compte les revenus d'exploitation de la DSP, très haut débit, que nous avons attribué ici, parce que j'ai eu l'occasion de vous faire savoir que le candidat retenu, c'était SFR. Cet investissement prend en compte donc ces revenus, plus le coût de la construction des 94 365 prises, plus les 180 000, ça fait plus de 180 millions d'euros, je me répète. Il est présenté dans le tableau ci-dessous. Alors vous avez une ventilation, je ne vais pas vous dire tous les chiffres, mais simplement, globalement, tous les éléments font, ça représente 183 175 212 euros, précisément, et les financements possibles sont d'une part, pour prendre en compte l'établissement des réseaux de desserte qui sont éligibles. Alors, le tableau qu'on vous a donné représentait 49 636 121, le tableau initial. La participation, le chiffre que je viens de dire, c'est la participation, le FSN, c'est-à-dire le Fonds spécial numérique mis en place par l'État. Et également, toujours ce même fonds peut prendre en compte les composantes de raccordement. Dans le tableau initial, il était à 5 715 607. Pourquoi je dis initial? C'est parce qu'on a dû vous remettre ce matin, et je m'en excuse que ça a été fait tardivement, une note additive avec des chiffres différents. Et je m'empresse de vous expliquer pourquoi. C'est que nous avions déjà déposé une demande auprès des services du Premier ministre et l'agence numérique, qui est une agence d'État qui est placée auprès du ministère de l'Économie, nous a fait savoir dans son accusé de réception, il nous a donné une lettre de confort, comme on dit, pour nous assurer que c'est bien arrivé, que notre dossier était à l'étude. Mais dans ce courrier que nous avons reçu le 20 novembre, il nous a indiqué que le montant maximum
auquel nous pouvons prétendre n'est pas de 55 millions, comme nous le pensions, mais plutôt 50 millions 550 000. Puisque si vous additionnez les deux premiers chiffres que j'ai annoncés pour le FSN, vous auriez trouvé les 55 millions. On nous a fait savoir que, comme je le dis dans la note additive, le montant maximum que nous pourrons attendre, c'est 50 550 000 euros. Donc nous avons dû revoir le plan de financement. Et évidemment, donc c'est la part du porteur de projet, donc la CTM, qui est augmentée. Donc, au lieu que ce soit 18 500 000, la part de la CTM monte à 23 301 829. Donc, je vous prie de porter ce rectificatif par rapport au rapport qui vous a été transmis en même temps que votre invitation à venir à l'Assemblée. Alors, ceci étant dit, étant corrigé, dans le montant global, nous avons retiré la part qui vient des revenus, des recettes que nous allons recevoir du délégataire, qui sont estimés à 74 823 383 euros. Donc une fois qu'on enlève ce montant, le reste est éligible aux subventions. Donc le montant subventionnable, c'est 108 351 829. C'est subventionnable, c'est-à-dire c'est la partie éligible. Et l'État nous donnera 50 000, en tout cas nous espérons, nous sommes en droit d'espérer, 50 550 000 euros. Nous avons déposé une demande, nous comptons plutôt déposer une demande auprès du FEDER, FSE, de 34 500 000 euros. Alors ce projet, ainsi financé, doit s'étaler sur la période allant jusqu'à 2022. Le Conseil exécutif, réuni en séance du 8 novembre 2018, a émis un avis favorable sur, d'une part, le plan de financement portant l'opération Martinique très haut débit, et d'autre part, la transmission de ce dossier à l'Assemblée de Martinique. Alors nous allons vous présenter une petite diaporama qui va vous faire un peu le point de tout ce que nous avons fait. Mais sachez que nous avons demandé à la SFR, qui a une DSP pour l'exploitation de ce réseau, de créer une entreprise pour faire cette gestion, et cette entreprise va s'appeler Martinique très haut débit. Voilà, c'est une entreprise dédiée. Donc, monsieur Mondésir, il y va. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous faire un point d'étape sur les initiatives prises par la collectivité dans le domaine du haut débit et du très haut débit. Je vais essayer de le faire de manière la moins technique possible. Alors, ce qu'on veut déjà vous signifier, c'est que le projet est bien lancé et que nous arrivons dans une phase de travaux. Donc, vous allez voir, et je vais essayer de l'illustrer dans ma présentation, des travaux un peu partout, dans plusieurs quartiers de Martinique, qui ont commencé et qui vont s'intensifier, notamment pendant l'année 2019. Donc, la présentation se fera en deux temps. Effectivement, on parle beaucoup de très haut débit, de déploiement de la fibre, mais il reste encore des quartiers qui ont encore des soucis sur le haut débit, des problèmes de connectivité, qui ont encore besoin d'améliorer le haut débit. Donc je vais faire d'abord un point sur le haut débit et le réseau LIAN, et ensuite parler de l'avancée du projet très haut débit. Donc le haut débit, aujourd'hui, il est mis en œuvre, en tout cas l'infrastructure qu'on a mise en œuvre est exploitée par une société qui s'appelle Martinique Numérique,
qui a atteint ses objectifs initiaux, qui était une couverture quasi totale de la population en ADSL. On est aujourd'hui un des départements d'outre-mer avec l'une des meilleures couvertures, si ce n'est la meilleure couverture en ADSL, 99,8%, et plus de 350 km de fibres optiques déployées. Oui, je vais expliquer. L'ADSL, c'est la solution qui vous permet de vous connecter au haut débit. C'est asymétrique, bon, c'est un terme en anglais qui veut dire une ligne au débit asymétrique. Vous téléchargez plus que vous n'envoyez de données. Et qui s'appuie sur une technologie cuivre. Donc, on a une très bonne couverture de la population en ADSL, mais la particularité dans ce domaine, c'est que l'ADSL, les usages qu'on avait envisagés en 2007 lors de la création de ce réseau, ils ont évolué, et aujourd'hui, les gens veulent du haut débit amélioré. Donc, il faut continuer à investir, et c'est ce qu'on n'a pas cessé de faire, investir, et on investit encore pour améliorer le débit dans ces quartiers, améliorer la couverture en haut débit. Donc, d'ici l'année 2019, et les travaux sont déjà en cours, il y aura 26 quartiers qui vont faire l'objet d'une amélioration de leur débit. Ces quartiers sont sur la carte. Alors, c'est censé être du jaune ou de l'orange. Donc, ce que vous voyez sur la carte, ce sont les quartiers qui vont faire l'objet d'une amélioration de leur débit. Et les points qui sont blancs sur la carte, ce sont des points qui seront raccordés en fibre optique, M. Marie-Sainte l'a indiqué, des sites administratifs, des sites d'enseignement, des collèges, des lycées. Et bien sûr, cette délégation de service public qui dure 20 ans, qu'on a signée en 2007, donc qui se termine en 2027, on continue à la faire évoluer en améliorant le catalogue tarifaire proposé aux opérateurs et en sécurisant le réseau. Donc d'ici mi-2019, tous ces quartiers que je vous ai indiqués sur la carte vont faire l'objet d'une amélioration de la DSL. Et en parallèle, on déploie la fibre optique jusqu'au domicile, jusqu'à la maison. L'objectif, c'est bien que 100% des foyers en Martinique soient raccordés avec une solution fibre. Cette initiative ne se fait pas uniquement par l'investissement de la collectivité. Les opérateurs privés ont pris des engagements et notre rôle, c'est de contrôler ces engagements sur Fort-de-France, sur Shellshare. Il existe le réseau câblé qui couvre déjà en très haut débit un certain nombre de zones. Donc on s'appuie sur ce réseau et la collectivité vient lorsqu'il y a une carence de l'investissement privé, donc dans des zones où il n'y a pas de réseau très haut débit. On a estimé à peu près à 100 000 lignes à raccorder. Donc sur la carte, vous voyez en vert les zones déjà raccordées en très haut débit. En gris, les zones à raccorder en très haut débit. Et un certain nombre de zones en rouge sur lesquelles on est en train de discuter avec les opérateurs pour qu'ils aillent plus loin et que sur leur fonds propres, ils les couvrent. Donc le reste, toutes les zones, tous les points qui sont gris correspondent au réseau d'initiatives publiques porté par la collectivité territoriale de Martinique. Le sud, alors le sud commence à Ducos. Vous voyez le Ducos est couvert par du très haut débit, par la solution câblée. Et tout ce qui est en gris, ça fait partie du réseau d'initiatives publiques sur lesquels on est en train d'investir. Les petits points, tous les petits, en fait, c'est le bâti en Martinique que vous voyez dans toutes les communes, vous voyez des petites taches grises. C'est le bâti, donc ce sont tous les foyers qu'on va devoir raccorder, qui ne le sont pas encore en très haut débit. Ils sont raccordés aujourd'hui en haut débit, mais en très haut débit, ils ne le sont pas encore. C'est ce que je vais vous présenter, la planification, comment on va couvrir toutes ces zones grises qui sont sur la carte. Le haut débit ne fonctionne pas très bien encore dans certains endroits. C'est ce que je disais avant. On va faire encore, on ne cesse d'investir sur le haut débit en améliorant encore la qualité des réseaux dans certains quartiers
pour que le haut débit soit de bonne qualité pendant qu'on déploie du très haut débit. Donc c'est la carte que j'ai montrée juste avant, avec un certain nombre de quartiers qui seront couverts en haut débit, dont le haut débit sera amélioré encore. Alors ce réseau d'initiatives publiques qui vise à couvrir un certain nombre de foyers, 100 000 foyers, avec une solution fibre optique. Le montage, M. Marissat l'a indiqué, s'appuie sur un marché de conception-réalisation attribué à Orange Constructel, donc qui réalise les études et les travaux de construction du réseau. Et au fur et à mesure de sa construction, le délégataire, Martinique Très Haut Débit, qui est une société du groupe SFR Collectivité, commercialise auprès des fournisseurs d'accès à Internet, assure la maintenance et l'exploitation du réseau. Je vous le disais, on a près de 100 000 foyers, on vise à peu près le raccordement de 100 000 foyers. Le plan de financement, et voilà, je pense que c'est cette partie qui vous intéresse, c'est un plan qui est envisagé en 4 phases. Chaque phase correspond à une année. Et chaque année, on réalise les études et les travaux sur une commune, sur plusieurs communes. L'objectif, c'est que chaque phase, on puisse raccorder 25 000 prises. Donc, en 4 ans, on a l'objectif de raccorder les 100 000 prises qu'on envisage. La première phase, les 6 communes qui sont prévues sont le Lamentin, Sainte-Luce, Case-Pilote, Trois-Îlets, Lorrain-Marigot. L'année d'après, Ducos, Gros-Morne, Rivière-Pilote, Saint-Esprit, Saint-Pierre, Morne-Rouge, Prêcheur, Font-Saint-Denis, Sainte-Marie, Trinité. Et l'année d'après, le François, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Grand-Rivière, Macouba, Saint-Joseph, Rivière-Salée, Robert, Vauclin. Et ensuite, Diamance, Darlé, Marin, Sainte-Anne, Bellefontaine, Carbet, Mornevert. Sur une carte, ça ressemble un peu à ça. Les couleurs ne sont pas bien respectées, mais les couleurs les plus foncées correspondent à la première année, les communes sur lesquelles on est déjà en train de travailler. C'est des communes sur lesquelles les études sont déjà réalisées et sur lesquelles les travaux sont en train d'être réalisés. On essaie de garder le principe d'une équité territoriale, c'est d'aller dans tous les secteurs de la Martinique chaque année. Un des principes aussi qui est très important, c'est aussi construire cette infrastructure, c'est bien, mais il faut que les opérateurs la commercialisent. Et les opérateurs veulent commercialiser ces solutions dans les zones où les gens ont un mauvais haut débit. Si vous avez un bon haut débit, vous n'allez pas forcément passer à la fibre. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'aller aussi dans des quartiers qui sont mal desservis et les opérateurs vont souscrire auprès de notre délégataire et vendre des offres. Donc on arrive à maintenir une logique économique et une logique d'équité territoriale. Pour réaliser cette infrastructure, il faut une architecture technique et cette architecture technique s'appuie sur des nœuds de raccordement optiques. Il y en a 16 en Martinique et chaque nœud de raccordement optique couvre plusieurs communes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez, les 6 communes de la phase 1 sont aujourd'hui, entrent dans une phase de travaux. Si on a le temps, j'ai quelques photos. Aujourd'hui, à Case-Pilote, les travaux ont commencé, les dalles sont coulées, on met des armoires de rue et le déploiement va s'intensifier. On commence aux Trois-Îlets et à Sainte-Luce au 1er janvier 2019. On enchaîne avec le Lorrain-Marigot, premier trimestre 2019. Donc toutes ces communes de la vague 1 sont en cours de déploiement. On entre dans une phase travaux. La phase projet, études projet, ce sont des études un peu plus approfondies, est en cours au Gros-Morne, la Rivière-Pilote, au Saint-Esprit, donc la deuxième case que vous voyez ici. Et on a des avant-projets qui sont en train de se faire sur les communes de la phase 3 et de la phase 4. On travaille beaucoup avec les municipalités, on va à la rencontre des municipalités parce que les avant-projets, ce sont des personnes en fait, qui se promènent dans les quartiers avec des tablettes et qui font l'inventaire de toutes les maisons qui existent pour pouvoir les raccorder. Elles sont des fois bien reçues ou des fois
pas super bien reçu. Donc il faut quand même un relais auprès des communes de l'action de la CTM auprès des habitants qui sont méfiants. Donc voilà, je vais juste vous montrer quelques photos, si ça sort bien sur le... à quoi ça ressemble les travaux. Ce sont des travaux, la particularité des travaux dans le haut débit, c'est que ce sont des travaux qui ne se voient pas énormément. Bien sûr, on tire de la fibre sous les routes, et vous voyez quelques armoires dans des quartiers, à des carrefours, des armoires comme celle-ci. Cette photo a été prise ce matin à Casse-Pilote pour les travaux qui sont en cours à Casse-Pilote. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. On essaie de faire le minimum de trous dans la chaussée, donc de récupérer des infrastructures existantes, notamment celle d'Orange, mais on est quand même obligé de faire un peu de génie civil. Voilà, merci de votre attention. Merci bien. Alors, ce que je veux ajouter, beaucoup ne nous croient pas, parce que je rappelle que nous avions un marché conception-réalisation. Au moment de la conception, personne ne voit rien. Et puis, donc, nous avons passé l'année 2017 à faire concevoir, c'est ce qui montrait, et nous avons pu ensuite signer les bons de commande pour qu'on passe aux travaux physiques. Donc, on commence à voir les armoires, ils appellent ça des baies, je crois, sur le bord des routes, ces armoires de couleur crème, qui fait comme une vraie armoire à glace qu'on met dans une chambre. Hein. Ça monte jusqu'à parfois 2 mètres de haut. Donc, on va aller commencer à en voir. Mais, ce qu'il faut retenir et diffuser auprès de la population, la CTM, ni d'ailleurs l'opérateur que nous avons choisi, ce n'est pas eux qui vont commercialiser au niveau de l'abonné. L'abonné va devoir toujours aller voir son fournisseur d'accès, et c'est auprès de son fournisseur d'accès qu'il va choisir, puisqu'il y a plusieurs sur le territoire, et à qui il va prendre un abonnement haut débit ou très haut débit. Et on espère que ça, vous m'aviez dit que c'était le dernier... La commercialisation sera possible à partir de quand? Premier semestre 2019, c'est-à-dire fin du premier trimestre 2019. Voilà. Donc on a fait un petit peu le point sur la situation. S'il y a des questions, elles restent à votre disposition. Mais aujourd'hui, je rappelle, Président, qu'il s'agit d'approuver le plan de financement, puisque nous aurons à déposer également la demande auprès des fonds européens. Voilà. Avis de la commission équipement réseau. Avis très favorable, Président. On a noté que nous commençons justement par le Nord Caraïbe, symbolique de la politique que nous voulons de rééquilibrage des infrastructures dans le territoire. Commission des finances. Avis également très favorable. Très bien. Qui demande la parole? Collègue Adnet. Oui, c'est pour faire passer les fourreaux. C'est pour faire passer les fourreaux. Et à l'intérieur des fourreaux, on va faire passer les bribes, qui sont des petits brins de petits, qui sont rassemblés par paires. Il y a un certain nombre de paires. Mais ce que vous voyez là, avec la scie qui coupe là, c'est effectivement pour faire passer des fourreaux. Parfois d'ailleurs, c'est mal rebouché, donc nous avons des réclamations de certaines municipalités et nous nous acharnons à faire comprendre aux entreprises qu'il faut qu'elles rebouchent et qu'ils réparent la chaussée dans les normes. Bien. Voilà. Oui, collègue Duverger. Non, je voulais, sur le plan, de toutes les façons, d'abord, que l'on sollicite l'Europe et tout cela, moi je trouve bien, et je trouve très bien qu'on a ici l'évolution. Mais de manière générale, je suis quand même des fois un petit peu rétrograde quand je pose des questions comme cela. Le haut débit n'aura aucune conséquence sur l'écologie, sur l'environnement, dans la réalité, non? En tout cas, je demande. Parce que même quand je suis chez moi, j'arrive à fermer ma voiture de l'extérieur. Et ça me fait peur.
Et même quand je suis au téléphone et puis il y a la radio qui joue, il y a un bruit qui me fait peur. Donc je pose cette question s'il y a des techniciens de la santé. Nous allons essayer de répondre. Au contraire, c'est plus sécurisant que ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant, en tout cas, il y en a encore, on fait ce qu'ils appellent le Wi-Fi, c'est-à-dire le sans-fil. Vous bien, ça aussi, c'est un sans-fil. Non, mais ça ne veux pas mettre à ton oreille, il vaut mieux faire avec un écouteur. Mais tu as posé une question, j'essaie de répondre. Les scientifiques, tout le monde n'est pas encore d'accord là-dessus. Il y a toute une technique de thèse, savoir si ces ondes qui nous transpercent de partout attaquent le cerveau par le cerveau. En tout cas, c'est le corps médical qui travaille là-dessus. Mais ce que je voulais dire, pour le téléphone le mobile, vous avez des antennes qui émettent des ondes qui arrivent jusqu'à votre appareil. Votre appareil, là, que vous avez en main, est à la fois un récepteur puis un émetteur. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Vous avez vu que M. Mondésir a parlé de NRO, nœud de réseau optique. Ce qui circule dans la fibre, une fibre de verre, c'est de la lumière. Alors c'est des ondes, mais à très haute fréquence, c'est de la lumière. Et on ne met pas en marche la fibre, on l'allume. Et la lumière circule à l'intérieur de la fibre, à la vitesse de la lumière, évidemment, et dans laquelle on met les informations. En tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est moins dangereux que les ondes de Wi-Fi là, qui circulent partout. Donc, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut applaudir lorsque la fibre arrive chez toi. Maintenant, à l'intérieur de ta maison, tu as deux solutions. Soit tu distribues la fibre tout le long de l'appartement, ou bien soit on met une borne Wi-Fi et on distribue à l'intérieur de la maison en Wi-Fi. Comme d'ailleurs ici, si vous recevez des choses sur vos tablettes, c'est que vous baignez là dans la Wi-Fi. Nous devons avoir quelque part là des bornes Wi-Fi qui amènent le signal jusqu'à vos tablettes ou votre téléphone ou vos ordinateurs. Donc, il faut s'habituer à vivre, mais là-dedans, hein, maintenant, même quand l'on n'avait pas créé, il y avait déjà plein de rayons cosmiques qui se baladent entre les planètes. Nous sommes plongés dans un champ électromagnétique depuis très longtemps. Voilà. Donc, faut-il en avoir peur? On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Plus d'autres questions? Oui, collègue Robin, pardon. Et merci, c'était pas une question, c'était juste une intervention. D'abord, saluer, et le rapporteur l'a rapporté, la continuité qu'il y a eu depuis de très nombreuses années autour de ce sujet. Qu'il s'agisse du Conseil général, du Conseil régional, les équipes qui se sont succédées ont toutes manifesté à un moment ou à un autre donc le souci de porter cette transition, s'il s'agit d'une transition numérique. Et donc l'étape à laquelle nous sommes invités est effectivement une étape importante. Le rapport en soi n'apporte pas, enfin pour moi, il n'y a pas de débat particulier sur la partie plan de financement, bon, mis à part l'ajustement qui est fait sur les fonds CTM, mais je voudrais vraiment voilà, attirer l'attention de l'Assemblée sur justement ce qui est derrière ce maillage et ce réseau. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous, bien évidemment, de faire ce travail conséquent, en profondeur, sur justement tout ce qui est infrastructure. Mais l'enjeu, c'est au contraire pas tellement l'infrastructure, même si nous avons tous à pester à un moment ou un autre sur la mauvaise qualité du débit, qu'il s'agisse du haut ou du très haut débit. Mais les enjeux pour la Martinique, en termes de développement, s'inscrivent de mon point de vue à un autre niveau. D'abord, celui des usages et des nouveaux usages que nous autorise donc cet effort significatif porté par la collectivité, parce qu'il s'agit d'adosser à ces infrastructures de l'activité. Et cette activité donc ouvre des opportunités en matière de développement et de désenclavement, parce que la Martinique est de ce fait une zone qui, tout en étant non interconnectée, enfin on parle de ZNI, devient, en tout cas sur le territoire, en capacité d'amener des éléments de compétitivité à des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important de souligner, au-delà de l'aspect infrastructure, parce que nous avons à connaître, dans l'époque que nous vivons, un bouleversement significatif autour des activités et des opportunités qui sont nées grâce, justement, à cette transition numérique. Le deuxième élément qui me semble important de souligner,
et sur lequel le rapporteur l'a précisé, hein, nous avons une responsabilité qui est bien identifiée, mais il y a ce que l'usager, le client, le consommateur final mesure en qualité de prestation de service et en coût. Et on se rend compte que la Martinique a encore à connaître des coûts qui sont inacceptables par rapport à la réalité du service offert. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire porter à la collectivité ce qui relève de la responsabilité des opérateurs. Cependant, je crois qu'il est aussi urgent, si on veut que le rendez-vous soit pris sur le développement des activités et de nouvelles activités, que l'on puisse voir comment nous aurions la capacité, là aussi, mais tous ensemble, hein, ce n'est pas une question d'une majorité et d'une opposition, de faire en sorte qu'il y ait un coup de signal qui soit porté. Alors, il y a des autorités de régulation qui sont aujourd'hui saisies d'un certain nombre de demandes, mais je crois que la collectivité pourrait se porter aux côtés de ceux qui se sont déjà manifestés pour peser sur les opérateurs dont la réalité, c'est que c'est une inégalité patente, parce que quand on voit la réalité de ce que peut supporter un ménage sur le coût par rapport à ce qui se passe ailleurs, c'est proprement inacceptable, voire scandaleux. Donc sur ces deux éléments, qu'il s'agisse des usages, qu'il s'agisse du coût, je crois qu'il y a quelque chose qui mérite d'être posé pour que nous soyons vraiment au rendez-vous de l'ambition qui a été présentée. Merci. Merci. Oui, je peux faire un commentaire là-dessus parce que bon, j'apprécie ce qui était dit et je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre tous les membres de notre société martiniquaise qu'il faut s'y mettre. Déjà, la réglementation évolue. Vous savez que depuis le 1er octobre, nous sommes passés à ce que ceux qui ont fait les textes appellent la foule des maths. Actuellement, aucun prestataire, aucune entreprise qui veut répondre à un marché public, un appel d'offres, ne peut déposer d'offres sous forme papier, forme dématérialisée. Donc il faut que les prestataires, en interne, ils s'équipent eux-mêmes pour pouvoir le faire. Alors j'ai déjà eu l'occasion de dire ici que dans notre politique de formation professionnelle, nous avons prévu donc des formations numériques à dématérialisation, ça c'est pour les collaborateurs des entreprises, mais il faut que les entreprises s'équipent. Et je parle sous le contrôle de ma collègue Marinette Torpille. Vous avez vu qu'elle vous a présenté les niveaux de dispositifs pour soutenir les entreprises et le numérique occupe une bonne place là-dedans. Donc, soutien dans l'investissement dans le numérique, soutien dans la formation des collaborateurs d'entreprises numériques. Il faut tout ce qu'on y mette. Et puis, évidemment, il y a l'infrastructure pour permettre que toutes ces informations circulent en dématérialisé. Bien. Ça, c'est donc un premier aspect qui dépend de la collectivité, de soutenir le numérique partout. Puisque ça permet, en plus le télétravail, moi je suis persuadé que ça peut faire aussi diminuer le temps perdu sur les routes, parce que de plus en plus, un collaborateur d'entreprise pourra rester chez lui avec son ordinateur et travailler pour son entreprise sans être obligé de venir rejoindre un bureau. Et on pourra le juger sur la qualité du travail qui sera rendu. Mais il faut évidemment qu'il soit connecté à les bons réseaux pour qu'il puisse aussi bien avoir accès aux bases de données, à ce renseignement, que pouvoir faire son travail et ensuite faire le rendu. Il faut se féliciter parce que nous sommes, j'allais dire malheureusement, mais je sais qu'il y a certains qui n'ont pas apprécié le malheureusement, d'une société libérale où les prix ne sont pas imposés et c'est la concurrence dans ce système qui peut même faire baisser les prix. Donc il faut que les consommateurs fassent jouer la concurrence entre les fournisseurs d'accès. Il ne faut pas dire, bon, je suis chez un tel depuis longtemps, je ne change pas. Il faut aller voir dans la porte d'à côté si vous ne pouvez pas avoir... C'est d'ailleurs ce qu'a fait la collectivité. Nous avons très récemment changé d'opérateur après une consultation. Évidemment, il faut juger sur le prix, mais sur la qualité. Il faut le faire le rapport entre... Parce qu'il y a des opérateurs qui sont bon marché, mais qui vous donnent un piètre service. Donc, il faut pouvoir mesurer la performance du service vendu et son prix. C'est pour cela, d'ailleurs, et le collègue en a parlé, il y a une autorité qui s'appelle l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation de la communication électronique, et on disait aussi de la poste, ARCEP, qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de situation abusive ou de tarifs abusifs. Nous avons contribué en installant, aidant à installer un câble sous-marin
Je rappelle que pendant longtemps, il n'y avait qu'un seul câble. Maintenant, il y en a 3. 2 qui appartiennent à des consortiums ou dont est membre Orange, et puis un troisième, quand nous avons tiré un câble que nous avons aidé à tirer entre la Guadeloupe et la Martinique. La région Guadeloupe elle-même est allée la chercher depuis Antigua. Donc il y a une chaîne caraïbéenne qui s'est installée et qui fait qu'il y a actuellement une concurrence pour l'accès et la sortie du territoire. Ceci a contribué à faire baisser un peu les prix. Et la concurrence entre les fournisseurs d'accès et la multiplication des réseaux fait aussi qu'il y a une concurrence sur le territoire en interne. Donc voilà les contributions que nous essayons d'apporter. Mais effectivement, l'économie numérique, c'est incontournable. Il faut que tout le monde s'y mette. Et nous essayons de contribuer pour faire en sorte que les entreprises elles-mêmes s'adaptent pour les usages. Sans compter, et c'est un discours que nous tenons lorsque nous rencontrons des jeunes en formation, c'est des métiers d'avenir. Non seulement il faut qu'il y ait des personnes sachant travailler sur la fibre optique, il y a des formations en stage, en cours actuellement. D'ailleurs, la plupart des salariés qui interviennent dans les entreprises ont bénéficié, avant d'entrer dans l'entreprise, de ces formations-là, soit sous forme de contrat de professionnalisation, soit ils ont été formés, puis après ils ont trouvé du travail. Nous avons dénombré qu'il y avait à peu près 188 emplois créés pour le déploiement de la fibre optique. Et puis, il faut y aller parce qu'il faut produire des logiciels, produire des programmes. Nous pouvons être vendeurs de ça. Et heureusement, il y a beaucoup de jeunes Martiniquais ou Martiniquaises qui s'y sont mis. Donc, j'encourage tout le monde à se mettre au numérique. Voilà ce que je voulais porter comme message. Merci. Donc, collègues, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Pas d'abstention. Donc, adopté à l'unanimité. Nous passons à la question 22. C'est le compte-rendu de l'exécution de la délégation donnée au président du Conseil exécutif en matière de marché public et d'accord cadre. Très bien. Bien, alors c'est devenu un rituel, puisque nous sommes tenus de rendre compte de la délégation qui a été donnée au président du Conseil exécutif pour pouvoir passer les marchés. Donc, je vous soumets le présent rapport qui rend compte de cet exercice de cette délégation. Bien, pour aller vite, en application de cette délégation, nous avons dans la période précitée, alors qui va du... Je cherche la date, excusez-moi. De la période... Ah, pardon, on ne l'a pas mise. Je peux m'aider à retrouver la date, oui, du 29 septembre, parce que nous étions arrêtés l'autre fois au 28 septembre, jusqu'au 9 novembre, date d'établissement de ce tableau. Alors, au cours de cette période, les contrats d'achat suivants ont été conclus. 118 bons de commande hors marché, 158 bons de commande hors marché. Donc, c'est des petits marchés de moins de 15 000 euros. Donc, ça fait 320 626,37 euros TTC. 58 bons de commande liés à des accords cadres, c'est le nom actuel des marchés, avant on disait marché à bons de commande, ou à des marchés de travaux, de fournitures ou de services, pour un montant de 2 558 859,51 euros. Un marché à procédure adaptée de 35 640 euros TTC, 8 accords cadres. Étant entendu que les accords cadres, au moment où nous les émettons, il n'y a pas de montant. Donc je ne peux pas encore vous dire que ces accords cadres vont entraîner tel ou tel montant injecté dans l'économie. Mais sachez que nous avons eu 8 accords cadres passés durant le mois d'octobre. Ce qui représente un montant total de commandes pendant cette période de 3 54 447,27 euros. Vous avez des tableaux joints qui vous donnent le détail, le nom du fournisseur et la désignation de la prestation, qu'elle soit de travaux, de fourniture ou de services. Vous avez cela joint en toute transparence. Je reste à votre disposition pour les réponses. Avis de la Commission des finances.
La Commission des finances a pris acte de cette commande publique de plus de 3 millions d'euros au mois d'octobre. Bien. Qui demande la parole? Personne. Donc, il s'agit de nous donner acte, là aussi, de ce que vous avez reçu cette information. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Donc, nous pouvons passer, je remercie le collègue Marie-Sainte, et nous pouvons passer au vote de la motion qui a été distribuée, je pense, entre-temps. Donc, c'est une motion qui a été déposée sur la question de la candidature de l'Aïeul de Martinique au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Donc, je crois que c'est le collègue Cléon qui va nous lire. Oui. Tu es à l'initiative avec d'autres collègues. Tout à fait. Tu dis qui est à l'initiative avec toi? Le collègue Duverger et le collègue Nilo. Voilà. Donc, c'est... Donc, je donne lecture. Tu donnes lecture. Oui. Nous, élus de l'Assemblée de Martinique, réunis en plénière ce jeudi 29 novembre 2018, affirmons notre soutien total et entier à la candidature de l'Aïeul de Martinique à l'inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. La pratique de l'Aïeul met en exergue de manière éminente les valeurs humaines d'entraide, de solidarité, de cohésion, de transmission intergénérationnelle, de savoir-faire et savoir-être, de fraternité et d'efforts collectifs, valeurs magnifiées par l'UNESCO. L'Aïeul fédère toutes les couches de la société et constitue un élément fondamental de la culture populaire martiniquaise, tout en revêtant une très forte valeur ajoutée patrimoniale, culturelle, éducationnelle et économique. Pour toutes ces raisons, nous affirmons notre appui fort au comité de pilotage qui s'est constitué pour porter cette candidature de l'Aïeul. Demandons instamment à Monsieur le ministre de la Culture et à Madame la ministre des Outre-mer la prise en compte et le soutien de ce dossier auquel nous accordons une très haute importance. Voilà, donc, collègues, vous avez entendu la lecture de cette motion. Je crois que tout le monde l'a maintenant. Je dois juste ajouter que oui. Le comité de pilotage, justement, a demandé que le maximum de citoyens puissent écrire au ministre pour appuyer leur démarche. Et d'ailleurs, les parlementaires de Martinique, je crois, ont déjà adressé leur courrier au ministre. Je crois que c'est une motion qui a été rédigée en accord des deux bords de l'Assemblée. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Collègue Martine. Juste une précision. Qui porte le projet auprès du ministère ou interministériel ou bien au plan de l'UNESCO? Alors, il y a un comité de pilotage dont le président est Georges-Henri Lagier. Avec Claude, d'accord. Merci Marie-France Tino. Bien. Et que, voilà, nous les soutenons depuis le début. Nous avons reçu d'ailleurs un ambassadeur de l'UNESCO qui est venu un petit peu visiter, voir l'Aïeul et tout ce qu'il y a autour. Et donc, voilà, nous y sommes et on espère qu'on croise tous les doigts. En tout cas, merci à tous. Merci bien. Est-ce que je recueille un avis donc unanime sur le texte tel que rédigé? Bien, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Surtout qu'il y a une Aïeul au Mont Rouge. Alors, bravo. Ah. Président. Mais... Président. Mes chers collègues, Président, je veux juste dire une chose, c'est que si cette action, parce que hier, je disais dans le cadre du levier sport-tourisme, il fallait qu'on rende, en tout cas qu'on cherche à rendre éligible
certaines grandes manifestations sportives au niveau des fonds européens, eh bien, si cette démarche, c'est déjà un élément pour appuyer et rendre éligible tout DEOL par un financement des fonds européens, bien, ça sera déjà ça de gagner. Très bien. Avant de lever la séance, il y a quand même 2 questions diverses. Alors, il y en a une du collègue Bonchy et ensuite une de la collègue Tino. Alors, collègue Bonchy. Oui, chers collègues, je ne voudrais pas abuser de votre patience, mais c'est une question qui me paraît importante. Je voudrais demander au conseiller exécutif Miguel Laventure de bien vouloir nous éclairer quand même, puisque la question a été évoquée au cours du débat, sur la question de la taxation des carburants, d'autant que c'est une question qui défraie la chronique au niveau national français et que là-dessus, il y a beaucoup d'informations, je dirais, inexactes, qui s'y occultent. Et je voudrais lui demander de bien vouloir nous apporter, bien sûr, très rapidement, quelques précisions. Voilà, en tant que président de la Commission des finances. Alors, collègue conseiller exécutif, Miguel Laventure, si tu es d'accord, tu nous donnes quelques éléments. Comment? Oui, les collègues étant fatigués et pressés de rentrer chez eux, tu essaies de nous donner l'essentiel dans un court laps de temps. Bien. Collègues, s'il vous plaît. Voilà. Là, alors, si c'est une question diverse, il y a débat. Non, il apporte un élément d'information. Bon, mais il y a pas, on ne voit pas de débat là-dessus. On ne voit pas de débat. Vas-y, collègue Laventure. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais essayer de vous donner les informations qui ont été souhaitées. Je vais essayer de le faire aussi clairement et synthétiquement que possible. Je comprends que les collègues souhaitent savoir quelle est la réalité de cette problématique de fiscalité sur les carburants une semaine après ou 2 semaines après toute une actualité nationale qui est devenue aujourd'hui l'actualité dominante, l'actualité première, l'actualité un peu matricielle pour toute une série de choses. Alors d'abord, je veux souligner, mais je pense que tout le monde le sait, mais il faut le réaffirmer, que la donne en matière de fiscalité des carburants est spécifique dans l'outre-mer et dans chaque territoire d'outre-mer de l'article 73, elle est spécifique du fait des compétences qui sont données aux autorités de ces territoires, départements, régions ou collectivités territoriales, pour fixer cette fiscalité. La dite fiscalité est en fait multiple. Elle est essentiellement composée d'une fiscalité octroi de mer et d'une fiscalité taxe spéciale sur les carburants, la TSC, comme nous l'appelons tous familièrement. Je rappelle que nous avons ici même, dans cette collectivité, avec cette assemblée, actualisé cette fiscalité fin 2016 pour qu'elle puisse prendre effet au 1er janvier 2017. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui un recul de presque 2 ans pour la nouvelle fiscalité qui a été décidée et qui a consisté essentiellement en 2 éléments. D'abord, en ce qui concerne l'octroi de mer, de procéder à
un repositionnement des taux pour l'octroi de mer général entre le sans-plomb et le gazole. Je rappelle que cette fiscalité de l'octroi de mer a donc conduit à avoir un octroi de mer qui est passé de 0 à 7,5 pour le gazole, et que la fiscalité sur la TSC, la taxe spéciale de consommation sur les carburants, a été positionnée également sur le gazole et sur le carburant sans plomb, et que tout ceci a conduit en 2017 à un produit, à une recette qui a été en augmentation sur les deux plans, qu'il s'agisse de l'octroi de mer et de la TSC. Avant de donner les chiffres concernant cette augmentation, je veux rappeler que nous avons ici consenti à un certain nombre d'éléments d'exonération. Ça veut dire que, pour dire les choses sans rentrer dans d'autres détails, il y a un certain nombre de catégories d'usagers, d'utilisateurs de ces produits pétroliers qui sont exonérés de cette taxation. Alors nous le savons, ce sont tous ceux qui l'utilisent au niveau de la pêche, ce sont tous ceux qui l'utilisent au titre industriel, ce sont tous ceux qui l'utilisent s'agissant des usagers routiers en tant que professionnels, et ce sont également deux catégories supplémentaires qui ont été désignées, à savoir les infirmiers, infirmières, et également ce qu'on appelle habituellement les moniteurs auto-écoles, c'est-à-dire les entrepreneurs d'écoles de conduite. Et donc les catégories que nous venons d'indiquer sont exonérées et par conséquent n'ont pas eu à être affectées par les effets des repositionnements qui ont été décidés. Je veux également indiquer que cette fiscalité intervient sur des produits qui sont délivrés par la raffinerie pour l'essentiel, même si une partie est importée en l'état, et que le prix final est fixé par voie administrative, puisque c'est un arrêté du préfet, ce qui en fait par conséquent ce qu'on appelle un prix administré. Concernant la fiscalité réajustée par les décisions que nous avons prises, je veux souligner que, en ce qui concerne l'octroi de mer, vous savez qu'il est réparti intégralement entre les communes, et donc, bien que la décision de définition des taux d'octroi de mer ait été l'affaire de la CTM, l'affectation et le profit qui en est résulté, le profit, je veux dire l'utilisation qui en est résultée, a été concernant les communes. Et donc, ce supplément pour 2017 a été, s'agissant de l'octroi de mer, de 6 049 000, donc intégralement réparti entre les différentes communes,
exactement suivant les mêmes critères et les mêmes formules que la totalité de la ressource octroi de mer. Et donc, chacune des communes de Martinique a reçu ainsi sa part de manière équitable à partir des grilles de répartition qui existent pour cette fiscalité. La plus importante a eu la plus importante dotation a été de 1 208 238,44 €. La plus modeste a été de 16 975,35 €. Et donc, l'ensemble des communes ont eu des dotations renforcées pour des montants qui se situent dans cette fourchette-là. En ce qui concerne la TSC, elle aussi, elle a fait l'objet d'une répartition une fois que l'on a procédé, là aussi, aux éléments de détaxe correspondants. Et au total, c'est un montant de 1 725 565,42 € qui a pu être obtenu comme produit supplémentaire, là aussi réparti entre les différentes communes, toujours suivant les formules et les grilles qui ont existé jusqu'à présent et qui ont donc fonctionné sur cet aspect également. La plus importante commune a eu une dotation de 344 617,13 € et la plus petite dotation attribuée à une commune a été de 6 122,33 € et donc chaque commune parmi les 34 a eu une dotation qui s'est située au titre de la TSC pour ces montants. Et par conséquent, si on devait faire le total, on saurait que la principale commune a eu un montant de l'ordre de 1 550 000 € et la plus petite a eu un montant de l'ordre de un peu plus de 45 000 €. Le deuxième élément important que je pense qu'il est utile de retenir en termes de chiffres, c'est que comme la fiscalité est fixée dans chacune de nos régions, territoires, collectivités, par les instances délibérantes de ces éléments, et comme le prix est fixé localement par arrêté préfectoral sur la base de certain nombre de paramètres complémentaires, nous avons des prix à la pompe qui sont donc différents de ceux qui existent au niveau national, au niveau hexagonal, et qui sont différents d'un territoire d'outre-mer à l'autre. Et ces prix à la pompe, ils varient en fonction, bien sûr, des fiscalités qui sont différenciées, mais ils varient aussi en fonction des prix de sortie raffinerie qui constituent le produit sur lequel les fiscalités s'exercent. À cet égard, je voudrais donner quelques ordres de grandeur de ces fiscalités pour que nous puissions mesurer la contribution fiscale de chaque utilisateur de produits pétroliers en Martinique par rapport à la contribution fiscale des utilisateurs de produits pétroliers dans l'Hexagone. En Martinique, concernant le sans-plomb, l'ensemble de la fiscalité est de 60 centimes. En métropole, l'ensemble de la fiscalité est de 93 centimes.
En ce qui concerne le gazole, l'ensemble de la fiscalité est de 37 centimes en Martinique. Dans l'Hexagone, cette fiscalité est de 85 centimes. Ce qui fait que, malgré des prix de sortie raffinerie qui sont différents, je dirais, pour des titres divers, ils sont généralement inférieurs dans l'Hexagone à ceux qui existent ici, puisque vous savez qu'il y a le phénomène d'économie d'échelle. Plus les raffineries sont grandes et plus le prix unitaire est bas. Nous avons une petite raffinerie, c'est, me dit-on, la plus petite raffinerie de France. Et par conséquent, le prix unitaire du carburant qui est issu de la raffinerie est significativement inférieur dans l'Hexagone qu'en Martinique. Les chiffres indicatifs qui sont donnés, ils sont très indicatifs parce qu'ils changent évidemment au fur et à mesure des évolutions du cours du brut. Sont de l'ordre de 60 centimes en métropole s'agissant du sans-plomb, quand ils sont de l'ordre de 73 centimes en Martinique. Je répète, ce sont des ordres de grandeur puisque ça ne peut pas être un chiffre stable puisqu'il évolue en fonction de la conjoncture. Autant la fiscalité est constante, autant le prix de sortie fluctue. Eh bien, malgré des prix de sortie de raffinerie supérieurs en Martinique par rapport à ceux qui sont en métropole, le prix à la pompe est inférieur en Martinique au prix à la pompe en métropole. Qu'il s'agisse du sans-plomb ou du gazole. S'agissant du sans-plomb, l'ordre de grandeur à une date donnée, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est 1,51 €, quand dans l'Hexagone, il est plutôt de l'ordre de 1,63-64 €. Le gazole est chez nous de 1,32 €, quand il est en métropole, de l'ordre de 1,54 €. Et donc, le président de la Commission des finances a souhaité que nous puissions partager tous cette information. Je pense qu'il est utile de bien comprendre que cet élément de mise en œuvre d'une décentralisation qui remonte à déjà beaucoup d'années, puisque la maîtrise de la fiscalité carburant est une conquête qui est intervenue très tôt, conduit aujourd'hui à des situations, je dirais, gérées, gouvernées par les élus de la Martinique, qui conduisent à ce que les préoccupations sont aujourd'hui bien intégrées par les élus en termes de problèmes de pouvoir d'achat. Et pour finir, je veux juste dire que probablement beaucoup d'entre nous ont dû relever une revendication portée au niveau national actuellement par les professionnels de santé que constituent les infirmiers et infirmières dont nous savons que quand ils ne sont pas des salariés d'établissements, hôpital, EHPAD ou autres, ont essentiellement des interventions à domicile et par conséquent sont dans l'obligation d'avoir des pratiques routières qui sont importantes, eh bien cette corporation au niveau national porte une revendication de bénéfice d'un dispositif de détaxe et cite dans sa démarche nationale, c'est ainsi que nous le savons parce que c'est les communiqués publics qui l'expriment,
cite l'exemple et le précédent de la Martinique pour qu'il puisse constituer une inspiration en vue d'une généralisation. Et je crois qu'il y a donc là un élément, encore une fois, qui montre que la décentralisation mise en œuvre ici a des vertus dont on voit les intérêts pour nous-mêmes, mais dont on prend conscience qu'ils sont appréciés également au-delà de notre périmètre. Merci. Alors, il y a le collègue Marie-Sainte qui demande la parole, mais juste avant, je dois te rappeler, et peut-être rappeler à d'autres, que cette décentralisation, elle est antérieure, tu l'as dit, à la décentralisation de 82. Et elle est le résultat de quoi? Le résultat des événements de décembre 59, hein, qui ont provoqué les mesures prises par le général de Gaulle à l'époque, notamment le décret d'avril 60 et une série de dispositions pour calmer un petit peu la situation politique. Et c'est ainsi que nous avons, avant la décentralisation, et alors que nous étions dans le droit commun, nous avons obtenu ces dispositions-là. Bon, autrement dit, c'est par la lutte, souvent, que l'on obtient, c'est par la lutte, souvent. Alors on peut retenir, de ce que je dis, on peut retenir vive de Gaulle, mais on peut retenir vive les combattants de décembre 59. Je laisse à chacun le choix. Bien, collègue Marie-Sainte. Je souhaitais faire une communication. Si le collègue Marie-Sainte m'autorise, Président, si le collègue Marie-Sainte m'autorise, je veux juste dire une répétition de ce qui a été annoncé hier par le président du Conseil exécutif, c'est que la fiscalité dont nous parlons, ainsi que tous autres éléments de fiscalité qui constituent la ressource du budget, ont été proposés dans le débat d'orientation budgétaire pour rester à leur niveau actuel pour l'exercice 2019. Très bien. Collègue Marie-Sainte. Oui, je souhaitais faire une communication sur un autre sujet. Tout au long des 2 jours, nous avons été interpellés par un collègue qui, malheureusement, vient de quitter la salle. Je voulais donc porter une information concernant ces chantiers, parce qu'il s'étonnait que nous ayons fait savoir que nous avions des chantiers entravés. C'est simplement pour porter à la connaissance de l'Assemblée le contenu d'un courrier que le président du Conseil exécutif a adressé au préfet. Je veux le lire intégralement, sans autre commentaire. Monsieur le préfet, pour faire suite à notre réunion bilatérale du 15 novembre 2018, j'ai attiré votre attention sur les difficultés rencontrées par la collectivité territoriale de Martinique quant à l'instruction des dossiers réglementaires dans le cadre de la loi sur l'eau. La collectivité, respectueuse de la préservation de l'environnement et de la gestion des milieux aquatiques, établit les demandes d'autorisation ou déclaration pour la réalisation de ces opérations d'infrastructure ou de superstructure. En amont du dépôt officiel des demandes réglementaires, des consultations préalables sont faites entre les services de la DEAL et ceux de la collectivité territoriale de Martinique. Malgré ces réunions préalables, les délais d'instruction de 2 mois ne sont pas optimisés et des demandes de complément sont de plus en plus nombreuses et importantes, ce qui allonge considérablement les délais. De ce fait, l'obtention d'autorisation environnementale réglementaire devient l'ultime étape pour le démarrage des travaux ayant une importance capitale pour la collectivité. Certaines de ces opérations présentent un caractère particulièrement sensible du fait des attentes fortes de la population et des risques pour les usagers. Il s'agit notamment des opérations suivantes. La cité La Grosilière à Sainte-Marie, aspect sécurité. Deuxièmement, le dragage du port du Vauclès, aspect économique et forte contrainte sur l'activité de pêche. Troisièmement, le pont de secours sur la RD10, Rivière des Pères à Saint-Pierre,
aspect sécurité et désenclavement du Nord. Quatrièmement, la réhabilitation du golfe de Trois-Îlets, volet touristique et économique. Cinquièmement, la RN2 à Saint-Pierre, au quartier Trois-Ponts, travaux de confortement de talus en aval de la culée rive droite de la RN2, entretien de réseau. Sixièmement, RN1, franchissement de la rivière Saint-Jacques à Sainte-Marie, travaux de curage du radier en béton. Il s'agit d'entretien du réseau. Et enfin, septièmement, piste de sport mécanique à Ducos, aspect sécurité routière. Par ailleurs, la collectivité a engagé des études pour la réalisation d'un viaduc de Font-Laillé sur la RN2 à Gelcher et la dénivellation de l'échangeur Mangoville-Saint sur la RN1 au Lamentin pour le passage du CSP. Pour ces deux opérations structurantes pour le territoire, les dossiers d'autorisation seront transmis courant 2019. Je vous demande d'apporter une attention particulière à l'instruction de ces opérations lors du dépôt des dossiers. Afin de répondre aux attentes légitimes de la population, je souhaite une collaboration plus efficiente entre nos services sur ces problématiques afin d'optimiser les délais de traitement et de ne pas trop retarder le démarrage des opérations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma considération distinguée. Ce courrier lui a été remis le 28 novembre. Très bien, merci pour cette information. Collègue Dino. Merci, Président. Je serai très brève. Hein. Alors, j'ai juste deux questions. En fait, une qui concerne le port, l'ancien port départemental, le port CTM. La ville a adressé un courrier en juin 2017. Ça fait plus d'1 an pour l'entretien et un certain nombre de choses pour l'amélioration des conditions de travail des marins-pêcheurs du François. À ce jour, aucune réponse. Donc, j'aimerais que, pour les marins-pêcheurs, qu'on réponde au courrier, qu'une visite soit effectuée. Je voulais le dire ce matin en présence du conseiller exécutif en charge de la pêche, bon, malheureusement. Donc, je souhaiterais que ce soit dans le procès-verbal afin que les travaux ou une visite soient effectués. Parce qu'il y a urgence quand même pour les marins-pêcheurs. Et je vous profite de la présence du conseiller exécutif Daniel Barissette pour lui demander le niveau d'intervention des curages. Je vais parler plus précisément de la RD 31. C'est une route, déjà, c'est une zone très inondable. Et depuis quelques jours, je suis presque, entre guillemets, harcelée par la population des riverains du secteur parce qu'il y a des moustiques, il y a des gîtes à moustiques puisque le curage n'a pas été fait. Et le curage sur la RD, la haute de Périeux, là. Et quand je vois qu'on a bientôt un colloque sur la démoustication, il serait important quand même de vous revoir. Parce que c'est vrai qu'il y a des zones peut-être qui sont plus inondables. Si vous prévoyez peut-être 2 curages dans l'année sous l'ensemble de la Martinique, je pense, là où les zones sont plus inondables, il serait peut-être souhaitable d'ajouter, parce que je ne dis pas que le curage n'a pas été fait, mais si c'est fait 2 fois l'an, et vous savez, il y a une pluviométrie plus importante aujourd'hui, donc je pense qu'il y a lieu de revoir, de repenser cela. Voilà, merci. Et merci de m'avoir permis de... Président. Merci. Est-ce que, collègue Marissette, tu veux... Je n'ai pas très bien compris la question. Des réponses. Je n'ai pas très bien compris la question parce que la collègue parle d'une route et puis elle parle de curage. Curage, généralement, c'est les rivières et les ravines. Non, parce que je voulais rappeler que les rivières sont propriété de l'État. Donc, il faut s'adresser aux propriétaires. Alors, c'est vrai, il y a une loi GEMAPI qui a transféré l'entretien des milieux aquatiques aux EPCI. Donc, il faut que les collègues sachent que la CTM n'a pas en charge le curage ni de ravines ni de rivières. La seule chose dont nous avons la charge, c'est 10 mètres en amont, 10 mètres en aval d'un ouvrage construit sur une route, si cette route franchit une rivière. Donc, il faudrait que la collègue me précise,
parce que je sais que nous avons été mis en cause dans les inondations qui ont eu lieu au mois d'avril dernier du François. Lorsque nous sommes allés faire l'enquête sur le terrain, il s'avère que c'est un cours d'eau qui devait être curé par le propriétaire du cours d'eau. Alors, donc je dis qu'il faut bien savoir la répartition des compétences sur notre territoire. Les cours d'eau ne sont pas de la compétence de la CTM. Il n'y en a qu'un seul qui est de notre compétence, un seul, c'est la rivière du Prêcheur, parce qu'en janvier 2015, il y a une convention de transfert de gestion, de l'entretien, pas de transfert patrimonial, hein, transfert de gestion qui a été passé entre l'État et le conseil régional dont nous avons hérité. Mais les autres rivières ne sont pas sous notre charge, les autres avis ne sont pas à notre charge. Hein. Mais c'est une route. Parce que tu me parles de route, collègue. Non, mais on cure pas les routes, on les répare. Il n'y a pas de caniveau, donc l'eau, il n'y a pas de. C'est-à-dire que vos techniciens connaissent très bien. Bon, en tout cas, il faudrait. Tu connais la technique pour me saisir, tu m'envoies une photo des lieux et je vais faire examiner. Mais j'ai tellement de photos avec des larves de moustiques, je les ai là, donc je te les envoie tout de suite. Il n'y a pas de problème. Merci. Collègue Duverger, s'il vous plaît, on termine brièvement. Mais je n'ai pas de questions diverses, mais ce serait difficile. Je voudrais simplement dire, quant à la richesse de l'intervention du collègue Laventure pour nous expliquer, à cette heure-là, et à la fin, en se battant pour avoir un quorum, cette question diverse a la chance peut-être d'avoir un dossier de réponse déjà préparé. Mais excuse-moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je vais attendre le procès-verbal pour relire tout ce que tu as dit, parce que c'était long la réponse. Mais ce n'est pas un procès, ce n'est pas une question diverse que l'on pose comme ça. Ce dossier-là me semble trop important pour qu'en fin de parcours, on tire un coup et on lui demande une question diverse. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas à nous qu'il parlait, alors que ça nous intéresse. On a une salle presque vide, on se bat et regardez l'importance du dossier qui t'oblige même, y compris, à parler de l'octroi de mer et de tout cela. Beaucoup de respect, j'ai compris que la réponse était préparée, que ça pouvait nous intéresser, intéresser la Martinique, où j'attendrai le procès-verbal de la réunion pour revoir, où je propose que ça soit mis à l'ordre du jour d'une de nos réunions pour qu'on puisse ensemble en discuter et voir les éléments nécessaires. Voilà ce que je voulais dire sur ce dossier-là. Merci. Bien, collègue Nilor. Non, ce que je veux dire, c'est que l'une des solutions, en tout cas une piste, pour éviter que des questions importantes aux exécutifs n'interviennent qu'en fin de séance, c'est au niveau de la commission qui est en charge de réviser le règlement intérieur, qu'on formalise les questions à l'exécutif. C'est-à-dire qu'il y ait un créneau horaire bien précis qui soit consacré à des questions posées et par l'opposition et par la majorité à l'exécutif avec un créneau pour répondre à ces questions-là. Et je pense qu'on éviterait peut-être d'arriver à l'examen de sujets aussi importants en fin de séance. Donc c'est une piste pour la révision du règlement intérieur. Et donc j'appelle les membres de cette commission, aussi bien de la majorité que de l'opposition, d'arriver à la prochaine séance avec des propositions bien réfléchies, bien formalisées sur cette question-là. Merci. Mes chers collègues, je vous remercie pour cette séance qui a été très riche. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il nous reste une plénière. Donc c'est les 19 et 20 décembre, plénière budgétaire. Donc le budget, ce sera certainement plus long à discuter que les orientations budgétaires, mais la différence avec cette plénière, c'est qu'il y aura beaucoup plus de questions. Donc moi, je me demande comment nous ferons pour faire une plénière avec au moins 3 fois plus de questions dans le même laps de temps. Si je dis ça, c'est donc pour inviter tout le monde. D'abord, arriver à l'heure la prochaine fois. Ensuite, à essayer d'être le plus concis possible, éviter les redites, les retours sur une même question. Je vous demande cela, réfléchissez-y, et avec l'espoir que je serai entendu,
Je déclare que la séance est levée.